Radio Classique, l'invité de l'économie. 7h19 sur Radio Classique. Bonjour Elie Cohen. Bonjour. Économiste, co-auteur de Changer de modèle chez Odile Jacob avec Philippe Aghion et Gilles Berset, qui a reçu le prix du livre d'économie cet automne et qui incarne ce qu'on appelle en France la pensée sociale libérale. Vous aviez conseillé François Hollande sur son programme au moment de la présidentielle. Est-ce que vous êtes aujourd'hui un petit peu déçu par l'ampleur des réformes effectuées ? Écoutez, dans le contexte de l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'hommes politiques qui mettaient en avant deux thèmes majeurs qui nous semblaient absolument adaptés à l'époque. C'était restaurer la compétitivité des entreprises françaises, et que ça vienne de la part d'un homme de gauche, c'était assez remarquable. Et deux, maîtriser l'évolution des dépenses publiques, dire, comme ça a été dit par Hollande à l'époque, que la croissance mécanique des dépenses publiques n'était pas un signe de bien-être collectif, c'était assez innovateur, et à gauche et à droite. Donc, dans une perspective de réforme, comme nous estimions que vraiment il y avait urgence à réformer le pays, François Hollande incarnait à l'époque la démarche la plus audacieuse de notre point de vue. Et puis après, écoutez, il a buté sur la réalité française. C'est-à-dire, on a l'habitude d'incriminer les hommes politiques, mais il faut bien voir que quelque chose comme la loi Macron, que nous évoquerons peut-être tout à l'heure, qui n'est pas un monument d'audace réformatrice, mais qui représente une série de petites avancées utiles dans des tas de domaines, ça a quand même soulevé l'opposition combinée de la gauche du Parti socialiste, des notaires, de la SNCF, enfin que sais-je d'autre. Cette montée des oppositions pour une série d'avancées qui permettaient d'assouplir un peu le fonctionnement du marché du travail, le fonctionnement du marché des biens et des services, le fonctionnement du marché des capitaux. Écoutez, si les avancées réformatrices, même modérées, suscitent de telles oppositions, ce n'est pas la faute que des politiques. C'est de la faute apparemment, des corporatismes. Apparemment, d'après les intentions, d'après les sondages, les Français étaient plutôt favorables, par exemple, à la loi Macron, à une forte majorité. Oui, mais je constate que, si vous voulez, ça a soulevé toute une série d'oppositions et qu'il a fallu négocier pied à pied sur chacune des avancées, et encore ces avancées étaient-elles particulièrement limitées. Je veux dire, le problème, c'est qu'il y a toute une série de facteurs de blocage qu'on a parfaitement identifiés. Par exemple, dans le domaine du fonctionnement du marché du travail, on sait qu'un système ultra-protecteur a des effets pervers, notamment pour ce qui est de l'embauche des jeunes, pour l'entrée sur le marché du travail. On sait que des législations ultra-protectrices sur le marché des biens ont un impact direct et sur le fonctionnement du marché des biens et sur le fonctionnement du marché du travail. L'épisode des autocars est de ce point de vue-là tout à fait éclairant. C'est à la fois une limitation de la concurrence sur les modes de transport, mais ça a un effet également sur l'emploi, puisque c'est toute une série d'emplois de chauffeurs de cars, de mécaniciens, etc., qui n'ont pas pu se créer à cause de cette limitation-là. Même chose pour les professions juridiques. On conçoit parfaitement que la sécurité juridique est un bien public fondamental, et on comprend l'argumentation des notaires. Mais le blocage complet de l'installation, l'absence de perspective pour les jeunes, le caractère malthusien de la profession, les rémunérations des professions de justice, tout ceci pouvait inciter à une certaine évolution. Donc aujourd'hui, les réformes ne vont pas assez loin, notamment au regard de ce que vous écriviez dans votre livre « Changer de modèle ». Les réformes ne vont pas loin du tout, ça c'est une évidence absolue. Est-ce qu'elles risquent de s'arrêter ? C'est un peu le risque, au vu de ce qui s'est passé avec la loi Macron. Si vous voulez, il y a deux choses. D'abord, il y a un hiatus formidable entre l'ambition proclamée, qui est de libérer le potentiel productif de ce pays, libérer la croissance, remettre le pays au travail, avec notamment la mobilisation des jeunes, parce que la mise à l'écart des jeunes, leur temps de chômage, c'est quelque chose de scandaleux à la fois humainement les contrats aidés ne vont pas résoudre, et économiquement, etc. Donc, remettre en marche la machine, c'est quelque chose qui pouvait être tout à fait positif. Je vous rappelle juste, on n'a pas beaucoup accordé d'importance à ça, les dernières statistiques de croissance, le dernier trimestre de 2014, nous avons fait 0,3 de croissance en rythme annualisé. On a fait 0,1 au dernier trimestre, c'est-à-dire 0,3. En Allemagne, au même moment, c'est 2,8. Dans la zone euro, c'est 1,4. Vous voyez l'écart qui s'est creusé entre la croissance française, la croissance moyenne de la zone euro et la croissance allemande. Donc qu'il faille débloquer, qu'il faille libérer le potentiel de croissance du pays, ça me semble à peu près indispensable. Et ça passe par des réformes structurelles. Elie Cohen, vous êtes également le co-auteur d'un ouvrage intitulé « Le décrochage industriel » chez Fayard. Sur le diagnostic, tout le monde est d'accord, sur l'industrie, ces 10-20 dernières années, il y a eu un décrochage. Vous pointez aussi le décrochage qui concerne le secteur agricole agroalimentaire. C'est un phénomène qui est moins connu. Tout à fait. On vivait tous sur l'idée que la deuxième agriculture, par son potentiel, pouvait générer des résultats dans le domaine agroalimentaire qui soient très significativement positifs. Or, ce qui s'est passé,
tout doucement, au cours des dernières années, c'est que les avantages compétitifs que nous avions, notamment dans la production de ce que j'appellerais les matières premières agricoles, se sont progressivement érodés. Et les excédents que nous avions se sont progressivement transformés en déficit. Il n'y a plus que 2 domaines où nous fassions vraiment bien, c'est les spiritueux, les vins, et notamment les vins de qualité, et les fromages, et notamment les fromages de qualité. Dans tous les autres domaines, nous avons perdu pied, que ça soit dans la viande de bœuf, dans la viande de volaille, dans tout ce qui était matières premières agricoles et alimentaires, nous avons reculé partout, et nos excédents se sont transformés en déficit, ce qui nous sauve, encore une fois je vous le dis, ce qui fait que la balance globale agroalimentaire et spiritueux reste positive, c'est uniquement à cause des vins. Sinon, si on regarde l'agroalimentaire pur, nous sommes déficitaires. Un grand pays agricole comme la France qui devient déficitaire. Et ça, si vous voulez, c'est le résultat d'une décennie d'absence de choix entre une agriculture qui aurait été d'emblée une agriculture de qualité qui se prolonge par un agroalimentaire fondé sur la diversité, fondé sur le bio, fondé sur la marque, fondé sur les labels, aller vers le haut de gamme comme dans l'industrie. Donc on aurait pu faire ce choix-là. Ou bien on aurait pu décider de malgré tout préserver notre capacité à fabriquer ce qu'on appelle des commodités, c'est-à-dire des matières premières agricoles. Et pour cela, il fallait veiller au coût du travail, il fallait veiller au coût de la réglementation, il fallait favoriser des grandes unités de production. Au lieu de ça, en hésitant en permanence entre les 2 stratégies, eh bien, on a eu le pire des 2 mondes. Et donc, on assiste aujourd'hui à cet effondrement d'une activité qui aurait dû être une activité motrice. Et je rappelle que nous sommes en plein salon de l'agriculture. Un tout dernier mot, 30 secondes sur la Grèce. Qui l'a emporté en fin de semaine dernière? Athènes ou Bruxelles? Eh bien, je dirais que paradoxalement, l'Allemagne qui partait avec un jeu très très faible, parce qu'elle est fondamentalement dépendante et qu'elle a besoin quand même des aides publiques européennes, faute de quoi elle fait immédiatement défaut, elle a obtenu quelque chose, elle a obtenu qu'on repousse la perspective d'un excédent primaire à 3-4% qui l'aurait obligé à consacrer tous ses excédents. C'est le solde budgétaire hors remboursement de la dette. Exactement. Qui l'aurait obligé à consacrer tout le produit de ses efforts à rembourser la dette. Elle a obtenu un ballon d'oxygène, en tout cas pour 2015, le temps de préparer un nouveau plan qu'elle va devoir négocier. Si j'ose dire, les problèmes commencent maintenant. Merci beaucoup. Elie Cohen, économiste, co-auteur de Changer de modèle, paru chez Odile Jacob, invité de l'économie ce matin de Radio Classique.